Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors un petit peu de retour sur YouTube. Donc si vous avez vu la vidéo d'hier, eh bien vous avez compris pourquoi j'étais plus rare en ce moment sur cette chaîne. Vous avez vu que j'avais mis en place un bouquin, un petit livre qui concerne la self-défense, l'agression de rue. Et donc, ce livre m'a pris un petit peu de temps. Hein. Je rappelle, ça s'appelle Self-défense, histoire d'une illusion. Et donc, ça m'a pris un petit peu de temps de mettre tout ça en place, de réunir toutes les petites réflexions que j'écrivais régulièrement, et puis de les assembler de manière cohérente, de pouvoir l'éditer, de pouvoir le mettre en vente. Et bien, tout ça, ça a mis du temps à finaliser. Et puis j'ai fait ça un petit peu dans l'ombre parce que je savais pas ce qu'allait aboutir réellement. Donc j'en avais parlé à personne, ni à ma famille, ni à mes proches. Parce que j'aime pas, moi, mettre en avant des choses alors que rien n'est finalisé, alors que rien n'est sûr, même s'il y a toujours une part d'incertitude. Mais disons que voilà, je préférais faire les choses dans l'ordre. Donc maintenant que le livre est sorti, abouti, eh bien voilà, ça permet de pouvoir en parler et de le mettre en avant. Donc je rappelle, hein, vous pouvez trouver ce bouquin Self-défense, histoire d'une illusion sur Amazon en commande et puis partout où Amazon est disponible. Je vais essayer de préparer une traduction en anglais pour que ça soit disponible aussi bien au plus grand nombre. Alors, je vais mettre les choses au clair tout de suite pour ceux qui penseraient que c'est encore une histoire de fric, par exemple. Eh bien, je vais vous donner des petites précisions. Si on prend ce que sur le prix du livre, qui est à 12 balles, si on prend ce que prend l'éditeur, les coûts d'impression, eh bien, il me reste 2,80 € par bouquin. Donc, calculez pour s'enrichir le nombre de bouquins qu'il faut vendre. Quand vous savez qu'en moyenne, les gens comme moi qui font des petits bouquins qui sont pas connus, en moyenne, ils en vendent entre 20 et 100, vous voyez un petit peu l'enrichissement personnel que je vais avoir. À moins que, par miracle, ils se vendent à des milliers d'exemplaires. Alors, ce qui me déplairait pas vraiment, bien entendu. Pourquoi ? Parce que, évidemment, je gagnerais un peu d'argent et ça me permettrait aussi de faire une action sur quelque chose qui me tient à cœur. Mais ça vous intéresse pas, c'est mon histoire perso. Et donc voilà, pour ce petit bouquin, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Amazon si ça vous intéresse. Alors, le sujet du jour, ça va être... pendant mes stages, je fais faire, avant de commencer le stage, je fais faire un questionnaire, remplir un questionnaire de 10 questions aux personnes qui participent. Je précise, ces personnes, c'est toutes des novices, c'est-à-dire elles n'ont aucune expérience, parce que c'est vraiment des stages d'initiation, donc elles n'ont aucune expérience en self-défense. Quelques-unes peuvent avoir des petites expériences en disciplines de combat diverses, mais c'est pas des gens, c'est des gens vraiment novices dans le domaine. Et ça, c'est plutôt intéressant pour moi de partager une réflexion sur des gens qui connaissent strictement rien. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a un esprit qui est beaucoup plus ouvert souvent que des gens qui sont pratiquants et qui sont assez fermés dans leur discipline, pas tous, mais quand même souvent. Et donc ce petit questionnaire en 10 questions, les réponses sont simples, hein, c'est oui ou non. Et après, on peut rentrer un petit peu plus dans les détails pour chaque question, mais à la base, c'est oui ou non. Et sur ces 10 questions, il y a toujours à peu près le même nombre d'erreurs, 2-3 erreurs, parce que les autres questions sont assez logiques, les réponses sont assez logiques, mais il y a 2-3 questions pièges, et à chaque fois, vu que les personnes sont novices, elles font les erreurs. Une des premières erreurs sur les deux principales, c'est sur le couteau.
il y a une question qui demande, pensez-vous qu'il y a des techniques réellement efficaces face à un couteau, face à une agression au couteau? Et la réponse qui revient très souvent, c'est oui. Les gens croient qu'il y a des techniques réellement efficaces face à une agression au couteau. Alors que personnellement, après près de 40 ans de pratique, moi j'en connais pas. Après peut-être que certains en ont, moi personnellement, j'en connais pas, parce que face à un couteau, on est toujours dans l'incertitude, et on est toujours dans la survie, on n'est plus dans le combat ou dans la technique. Donc voilà, personnellement, j'en connais pas. Ensuite, donc ça c'est une erreur qui revient, qui est systématique, pratiquement systématique. Ensuite, la deuxième erreur qui est aussi régulièrement présente, c'est sur le fait, la question c'est, plus je connais de techniques en self-défense, plus je suis apte à me défendre dans la rue. Et la réponse, eh bien c'est pratiquement toujours oui. Les gens pensent que plus ils vont connaître de techniques, plus ils seront efficaces. Alors que pas du tout. C'est pas le nombre de techniques que tu vas connaître qui va faire que tu vas être efficace en rue. Pour moi, c'est connaître quelques techniques crédibles face à une agression, mais que ces quelques techniques-là, tu arrives à les mettre en place dans des situations réalistes, variées, au maximum variées, et seulement quelques techniques. Avoir un panel technique large en rue, eh bien, face à l'agression de rue, eh bien, ça sert à rien. Ça sert à rien, pourquoi? Parce que l'agression de rue, elle est chaotique. Elle est très imprévisible et chaotique. Et dans le chaos, tu peux pas mettre de la technique. Si tu mets de la technique dans le chaos, tu seras pas efficace. Le chaos, l'agression de rue, elle doit avoir une réponse à l'instinct. Et la réponse à l'instinct, elle peut pas être complexe. Elle peut pas être complexe, parce que la complexité peut pas devenir innée. C'est le simple, et je rappelle toujours, quand je dis le simple, ça veut pas dire que ça demande pas de travail. Mais ce que je veux dire, c'est quelque chose qui est rapidement accessible. Une frappe rapidement accessible. C'est pour ça que toutes les clés, tout ce qui est technique de clés, des techniques complexes, des enchaînements complexes, ne peuvent pas être appliqués en situation d'agression de rue. Parce que ça va trop vite, parce que c'est trop imprévisible et parce que c'est trop chaotique. Et ça, c'est une réalité de l'agression de rue. C'est quelque chose que l'on peut vérifier en rue lorsque, par exemple, on a du vécu. Et il y a une erreur qui est souvent faite, c'est de prendre une vidéo sur Internet d'un cas d'agression que l'on a vu, et de faire de ce cas d'agression réel, d'en faire une vérité absolue. Et ça, c'est une grave erreur. C'est pas parce que l'on voit quelque chose en une vidéo qui a marché pour quelqu'un que ça en fait une vérité. Il faut toujours mettre des si là-dessus. Des si et des peut-être. Et une fois, j'ai eu un commentaire d'un abonné, et un commentaire qui était extrêmement juste, simple, mais extrêmement juste, qui venait, ce commentaire, suite à une vidéo au couteau, où je préconise, et je préconise toujours, d'avoir un blocage dur et une frappe sur le piqué au couteau bas. Et il disait que c'est, et je préconise, et je précise toujours dans mes vidéos au couteau que même en faisant ça, eh bien, il y a toujours la part de malchance que ça fonctionne pas, et ça c'est réel. Mais il avait mis un point dans son commentaire, un point important. C'est le fait du facteur chance. Et le facteur chance face à l'agression de rue, eh bien, il n'est pas à prendre à la légère. Parce qu'il est aussi une partie intégrante de la réussite que l'on va avoir à se sortir de cette agression. Et ça, c'est un point extrêmement important.
à prendre en compte. Désolé, je regarde mon chien. Donc c'est un point extrêmement important à prendre en compte, et ce commentaire était très juste. Et souvent quand on a des gens qui ont du vécu, qui pratiquent éventuellement, mais aussi qui ont du vécu, quand ils cumulent les deux, c'est toujours mieux. Mais au moins, eh bien, c'est des détails qui trompent pas. Vous voyez, ce petit détail-là, ça paraît anodin, ça paraît pas grand-chose. Oui, il y a aussi le facteur chance, oui. Bah oui, mais pour en être réellement conscient, eh bien, faut aussi avoir un petit peu de vécu, parce que quand on a un peu de vécu, eh bien, on sait que quelquefois, on s'est sorti de bourbier. Eh bien, si on n'avait pas eu un petit peu de chance, eh bien, ça aurait été tout le contraire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment être conscient. Donc voilà les deux petites erreurs qui arrivent à chaque fois, pratiquement à chaque fois, sur le couteau, comme quoi il y aurait des techniques infaillibles, et puis sur les techniques que l'on va apprendre. Plus on apprend de techniques, et bien plus on serait efficace. Alors pour moi, c'est totalement faux, pour les raisons que je vous ai citées auparavant. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce petit questionnaire, et ça démontre aussi, eh bien, l'attente que peuvent avoir les gens lorsqu'ils se dirigent vers la self-défense. Quand on a cette réflexion-là de beaucoup de techniques pour être efficace et de techniques miracles pour le couteau, eh bien, quand on part avec ce principe-là, eh bien évidemment, il est beaucoup plus facile de faire croire aux gens que toutes les techniques que l'on va leur montrer, que le panel technique énorme que l'on va leur montrer, eh bien ça va leur permettre d'avoir une meilleure efficacité en rue. Et malheureusement, eh bien, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la réalité. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt. Je vais reprendre un petit peu de temps encore pour mettre en place la traduction en anglais du bouquin. Alors bien sûr, la traduction en anglais du bouquin, je vais me servir eh bien des moyens techniques actuels. Je vais me servir de l'intelligence artificielle pour le faire. Ça n'enlève rien au fait que le bouquin, c'est moi qui l'ai écrit. Mais pour la traduction en anglais, bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Bien pourquoi? Parce que mon niveau d'anglais n'est pas suffisant. Je pourrais en faire la traduction mot à mot, mais en faisant la traduction mot à mot, bien beaucoup de ces réflexions perdraient vraiment de leur sens, parce que ça donnerait pas le même fond qu'une traduction de discussion, comme si on discutait avec quelqu'un en anglais, quoi. Donc je vais passer par l'intelligence artificielle pour la traduction, mais ça n'enlève pas le fond, comme quoi, eh bien, c'est moi qui ai fait ce petit bouquin sans prétention. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt, et puis moi je vais continuer ma petite promenade avec mon fidèle compagnon, qui est toujours là, qui prend de l'âge, malheureusement. Et puis je vous dis à bientôt les amis. Allez, bye.